à la deuxième, là on va un peu plus reprendre en profondeur la vie du cabinet, parce qu'il est quand même bien installé depuis 30 ans, donc c'est génial. Donc là c'est personnel, où tout a commencé personnellement, où tu es né, voilà. Alors, on est là où je suis né. Okay. Je suis né à Toulon, mais j'ai toujours habité à Siffon. Okay. Et pour tout vous dire, là où je travaille, c'est là où mon grand-père travaillait. D'ailleurs, juste au rez-de-chaussée, c'était mon grand-père qui était cardiologue, donc qui était ici. Et mon père, au départ, lorsqu'il était jeune avocat, il travaillait sur Hyères. Okay. Il était installé à Hyères, il commençait sa profession, il était jeune avocat. Et il a commencé, comme moi, à avoir des clients personnels. Il était comme moi, collaborateur, au tout début. Et quand mon grand-père s'est arrêté, il lui a demandé, mais est-ce que je peux te reprendre le local pour faire mon cabinet secondaire et recevoir mes clients personnels à Sifour? Ça serait bien, j'ai mon cabinet à Sifour, etc. Donc il a repris, au départ, en bas. Il a tout seul. Et il a commencé à recevoir ses clients, il a développé son cabinet. Donc il est parti de Hyères et il s'est installé tout seul à Sifour. Et il a monté le cabinet ici à Sifour, au départ avec ma mère. Après, il a pris une secrétaire. Et après, il a commencé à développer. Okay. Moi, donc, pour l'instant, j'ai continué à grandir. Quand il était ailleurs, j'étais tout petit. Après, il est venu à Sifour, j'ai continué à grandir. J'ai fait mes études j'ai fait ma primaire à Sifour, mon collège sur Sainte-Marie et Seine-sur-Mer. Et ensuite, je suis allé à la faculté de droit de Toulon. Alors, j'aurais pu faire une faculté de droit à Aix, à Paris. Ça a été dans ma réflexion. Mais moi, mon projet, à partir du moment où j'étais étudiant en première année, c'était avoir le concours d'avocat le plus vite possible. Donc, le plus vite possible, je voulais quoi? Rejoindre le cabinet et devenir avocat et travailler avec mon père, pour mon père, et le plus vite prendre de l'expérience et travailler. Et j'avais cette chance d'avoir mon père qui avait un cabinet d'avocat où, entre guillemets, il allait m'apprendre le métier, m'apprendre ce que je voulais faire. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi la réflexion, c'est de se dire pourquoi je ne suis pas allé à Aix, à Paris, tout ça. Mais je n'avais pas, entre guillemets, besoin ni l'envie à ce moment-là d'avoir un Master 2 spécialisé ou un Master 2 reconnu nationalement en disant, et en tapant à la porte d'un cabinet d'avocat et en disant, regardez, j'ai un super Master, prenez-moi. J'avais cette chance-là. Et donc j'étais conscient qu'il fallait que je sois avocat le plus vite possible, il fallait que je réussisse. Donc pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai fait mes études à Toulon. Mais je suis parti du cocon familial quand même, parce que j'ai pris mon appartement seul à Toulon, en même temps que mes études à partir de Master 1. Parce que il fallait également que je me concentre, mais aussi que je me vide un peu l'esprit, et que je vois autre chose, au lieu d'être vie familiale. Mon père, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie familiale et personnelle est difficile. Donc mon père, quand il rentre du cabinet et qu'il rentre à la maison, il part de quoi? Du travail. Donc j'étais à la fac, j'entendais droit, et le soir j'entendais droit. Et à un moment donné, je me suis dit, Marie, tu vas te faire une overdose, et tu vas craquer, tu vas plus pouvoir voir le métier. Donc j'ai voulu garder cette passion-là du droit en disant, fais autre chose, vois des amis, sors, fais ta vie d'étudiant aussi. Et c'est pour ça que je suis parti, j'ai un appartement et que j'étais à Toulon en même temps que la fin de mes études. C'est comme ça que j'ai eu le concours aussi. On est un concours, je suis revenu ici, je suis revenu chez mes parents pendant 2 mois pour me mettre en mode militaire et pour travailler les concours. Et après, quand j'ai eu le concours, je suis allé faire mon école d'avocat à Marseille. Je faisais toujours Marseille, avec des amis de promotion, etc. Donc c'était un moment extraordinaire, l'école des avocats à Marseille. C'était en plein Covid aussi à la fin et tout, donc ça a été aussi un peu compliqué. J'ai fait un Master 2 pendant mon école des avocats parce qu'on doit faire soit un stage de 6 mois, je ne sais pas si on en parlera, c'est une question sur ça, sur comment on devient avocat. Ça peut l'être, je ne l'ai pas en tête, mais en tout cas, comment on le devient, il faut avoir minimum 4 ans d'études en droit, passer le concours, avoir le concours. Une fois qu'on a le concours, on va à l'école des avocats, n'importe laquelle en France. Moi j'ai pris l'école des avocats du Sud-Est, qui se situe à Marseille. Donc, je suis allé à Marseille, la formation se faisait à mon époque sur 2 ans. Maintenant elle a changé la formation. Moi à mon époque c'était 6 mois d'école. Pendant 6 mois j'étais à l'école des avocats. Donc on refait du droit, on nous apprend la gestion d'un cabinet, on nous apprend à plaider, on a des cours de plaidoirie, des cours de gestion, plein de cours, autres que ceux de la fac pour nous personnaliser et encore mieux nous finaliser notre formation. Donc on a 6 mois d'école. Après ces 6 mois d'école, on a 6 mois de stage en cabinet, on a 6 mois, on doit faire un stage ailleurs que dans un cabinet d'avocat. Ne me demandez pas pourquoi.
en 3 ans, 6 mois, on doit faire autre chose dans un cabinet d'avocat. Expert comptable, service juridique en entreprise, notaire, ce qu'on veut, mais on n'a pas le droit d'être dans un cabinet d'avocat. Alors moi, à l'époque, c'était juste avant le Covid, et comme je n'avais pas de Master 2, que je voulais quand même travailler ici, je me suis inscrit au Master 2, parce que c'est la deuxième possibilité. Soit faire un stage ailleurs que dans un cabinet d'avocat, ou alors faire un Master. J'avais pas mon Master 2, j'ai finalisé ma formation en faisant un Master 2 à la faculté de droit de Toulon, contentieux judiciaire, comme ça j'ai repris toute l'actualité juridique des dernières procédures, et en étant à la fac, ça me laissait le temps de travailler également au cabinet. Donc j'ai fait ce choix-là, et après il fallait faire 6 mois également de stage au cabinet d'avocat. Et moi je suis arrivé à la période Covid, à la fin de mon Master 2, donc j'ai fini le Master 2 en visio et en distanciel, fini major d'ailleurs, le Master 2, et j'ai commencé à travailler ici avec mon père, on n'était que tous les deux. Nous, on avait des autorisations, on s'autorisait nous-mêmes à se déplacer pour aller travailler, donc on était tous les deux ici au cabinet, on travaillait. C'est vraiment là où j'ai vraiment appris aussi le fonctionnement du métier, le travail de secrétaire. Quand tout à l'heure on disait avocat chef d'entreprise, par exemple, c'est simple. Avocat, aujourd'hui, tous les avocats savent tout faire. Ils prennent leur ordinateur, ils sont souvent tout seuls. Nous, on a un secrétariat. Et aujourd'hui, moi, je sais tout faire. Si demain, le secrétaire n'est pas là, avec mon père, on peut faire fonctionner le cabinet. On a des secrétaires parce qu'elles nous facilitent et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Mais un avocat doit savoir tout faire. Répondre au téléphone, gérer les mails, taper à l'ordinateur, faire les recherches jurisprudentielles, faire les recherches de RPVA. On a énormément de choses avec la comptabilité, tout ça, et on sait tout faire. Grâce à cette période-là. Grâce à cette période-là, j'ai appris tout ça. J'ai appris tout ce qui est en dehors du travail d'avocat. Et après, évidemment, je me suis formé pendant 6 mois également ici sur le travail d'avocat. Et justement, pour revenir à l'école des avocats, quand du coup tu as ton diplôme de droit. C'est ça. On a ce qu'on appelle le CRFPA, c'est ce qu'on passe, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est ce qu'on a à la fin. Attends, je ne me trompe pas, c'est le certificat d'aptitude, c'est le CAPA. C'est ça, c'est le CAPA. Et on a le CRFPA qui nous permet d'entrer dans l'école. D'abord, on a un concours, ça nous permet d'entrer à l'école. Et après, à la sortie de l'école, on a également un examen de fin. Et on en ressort avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et avec ce certificat, tu peux aller t'inscrire dans n'importe quel barreau en France. Tu payes un droit d'inscription, tu vas avec le certificat d'aptitude. Et soit tu trouves un contrat de collaboration, ou alors tu montes ta structure et tu dis je m'installe dans tel barreau, dans tel cabinet, et tout ça. Et c'est comme ça que tu deviens avocat inscrit. Tu es avocat inscrit au barreau de, moi barreau de Toulon, qui appartient au ressort d'une cour d'appel. Une cour d'excellence, c'est la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et c'est là où j'ai prêté serment. Quand on est avocat, on prête serment. Je prête serment d'exercer la fonction d'avocat avec, et là il y a 5 mots qui résument notre profession: dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Quand on disait quels sont les mots qui te suivent tous les jours, j'aurais pu te dire ces 5 mots-là. Et on a dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Sur la probité, on se rapproche de l'autre. On se rapproche beaucoup. C'est sur ces 5 mots qui résument, entre guillemets, comment tu dois exercer ta profession. Génial. Merci pour ces explications. Peut-être que ça en aidera plus d'un à peut-être aimer le métier. C'est aussi le but de ces interviews. En termes d'enfance, comment ça a été, est-ce que ça t'a amené à être avocat ou en plus, voilà, moi t'imagines, j'ai vécu jeune avec un père avocat. Donc j'étais baigné dedans, c'est-à-dire beaucoup d'amis de mon père étaient avocats, donc j'étais baigné complètement dedans, avec le foot en plus, donc j'étais baigné dedans aussi. Non, moi une enfance incroyable, j'ai manqué de rien, présente ma mère s'occupait de moi, parce que j'étais tout petit, et après, lorsque j'ai grandi, j'ai été en collège, elle a commencé donc à travailler au cabinet. Parce que ça y est, j'étais assez grand, elle avait besoin de s'occuper de moi à H24, et donc elle a commencé à travailler au cabinet, parce que mon père également eu besoin. En fait, c'était un moment de leur vie où lui il montait le cabinet ici, et donc elle avait une base de juriste, elle avait un master 2, master 1 de droit, donc elle a pu encore plus facilement l'aider en tant que secrétaire et juriste au sein du cabinet. Donc non, mais moi une enfance où j'ai très vite eu envie de faire ce métier-là,
par passion. J'ai toujours, moi combien de fois on m'a fait des réflexions en classe, arrête de parler, arrête de bavarder, c'est pas possible, il ne fait que parler, ce sera un avocat. Sans savoir que mon père était avocat, mais on m'a fait la réflexion des centaines, des dizaines de fois. Ok. Est-ce que tu as lancé un petit business, peut-être avant tes études ou pendant tes études? Alors non. J'ai jamais lancé de business hors ça. J'ai travaillé ici en banque. J'ai travaillé à la banque, au guichet à l'accueil pendant 3 étés. Crédit Agricole, je crois, j'avais vu. C'était au Crédit Mutuel à Sifour. Au Crédit Mutuel à Sifour, j'ai fait l'accueil pendant 3 étés d'affilée. Je faisais ça pendant 1 mois et après le mois d'après, souvent je travaillais au cabinet. Donc j'ai fait ces petits boulots, des petits boulots comme ça, mais j'ai jamais monté moi-même de business. Ok, tu t'as jamais attiré, jamais... moi ma finalité c'était ça, monter un business, non, ça m'a jamais touché l'esprit pour l'instant. Ok. Oui, pour l'instant. J'ai vu sur ton Facebook, parce que tu n'as pas de LinkedIn. Non. À chaque fois, je me sers de LinkedIn pour préparer un peu. J'ai pas de LinkedIn. Et ben là, j'ai un peu, je n'étais pas content. Mais du coup, j'ai vu que tu as une publication par rapport à la série Suis. Suite. Suite. Et justement, par rapport au film que tu m'as dit qui t'a inspiré, je voulais savoir si celle-ci avait peut-être... Évidemment, c'est ma série préférée. Ouais, génial. C'est une super série, c'est le rêve d'être un avocat qui lit, qui retient, ça serait génial. Non, c'est une série, bien évidemment, on en parle souvent quand on parle du média, mais comme dans Suite. Comme dans Suite, c'est une vraie série, en plus c'est une série américaine, donc c'est pas le même droit, c'est pas comme ça qu'on existe ici. Ils sont énormément dans la négociation, on va y arriver, petit à petit, on y arrive de plus en plus, mais on n'y est pas encore. Mais non, c'est une super série. Négociation dans quel sens? Ils négocient tout. Dans la série, on le voit, que ce soit Harvey ou Mike, ils négocient tous leurs dossiers et en fait, ils vont se voir entre avocats, ils ont des réunions entre avocats, ils vont mettre des coups de pression aux clients, ils vont mettre des coups de pression aux adversaires. Aujourd'hui en France, ça c'est bien évidemment impossible, mais on y arrive avec ce qu'on appelle la médiation judiciaire, tous ces gros termes-là et vulgaires de médiation, les procédures amiables. En fait, on arrive vers ça parce que l'état du tribunal judiciaire de notre pays est catastrophique, l'état de la justice en France est catastrophique. Aujourd'hui, pour avoir une décision pour un divorce, c'est 2 ans, pour avoir une décision pour une garde d'enfants, c'est parfois 6 mois. Donc, pour avoir des décisions pénales, oui, on les a, mais on met des mois pour avoir la décision papier. Les greffes sont submergées, pour avoir une date d'audience, c'est hyper loin. Les traitements de dossiers sont très lourds. Donc oui, on essaye en fait d'arriver à régler le maximum de dossiers sans passer par le tribunal. Sauf que les justiciables et les personnes au quotidien, eux ce qu'ils veulent c'est aller régler le problème. Parce qu'ils saisissent un avocat, souvent c'est qu'ils n'ont pas pu régler le problème avant. Donc c'est parfois délicat. Il y a des dossiers qui méritent une médiation et qui méritent une réflexion, de se poser un peu et de pouvoir négocier. Il y a certains dossiers où c'est impossible, tout impossible. Donc on arrive à ça. Donc oui, c'est une très très bonne série et qui parfois, et moi je ne peux plus entendre cette phrase, votre honneur, c'est ne sont que dans le film, dans les séries. En France, c'est Monsieur le Président ou Madame le Président, ou Madame le Juge ou Monsieur le Juge, mais c'est pas votre honneur. On n'interpelle pas pendant une plaidoirie, on ne peut pas dire votre honneur et prendre la parole. Il y a un temps de parole qui est respecté, il y a un tour de parole qui est respecté, et on ne peut pas interpeller en disant votre honneur. On peut dire Madame le Juge ou Monsieur le Juge ou Monsieur le Président, mais jamais votre honneur. Est-ce qu'il y a des objections? Est-ce qu'on peut dire pareil Non, votre honneur, objection, ça n'existe pas. Voilà. Ces 2 termes, objection et votre honneur, ça n'existe pas. Donc on les entend à foison, mais ça n'existe pas. Ok. Depuis le début de ton activité, pendant ces 4 ans, ça représente combien de plaidoiries, combien de dossiers, Impossible à quantifier. Plaidoirie impossible, parce que ça dépend des semaines. Bon, par exemple, cette semaine, c'est pas moi qui vais au tribunal, donc je ne plaide pas pour la semaine. Mais la semaine dernière, j'ai plaidé 20 fois.
dont 8 fois dans une après-midi entière, parce que j'ai fait 8 effets déferments pour 2 personnes, donc j'ai payé 8 fois dans l'après-midi. Donc voilà, et le nombre de dossiers, c'est impossible à quantifier. On a aujourd'hui, nous, un logiciel informatique qui nous dit combien on a de dossiers en cours, et on peut retrouver nos dossiers informatiquement, heureusement, mais voilà, 7284 dossiers créés. Aujourd'hui, heureusement qu'on n'a pas 7284 dossiers à traiter actuellement. Et aujourd'hui, voilà, il y a 7284 dossiers qui ont été enregistrés. Combien depuis le début de l'année, je pourrais le dire, parce qu'on a un logiciel qui nous dit combien de dossiers on a enregistrés. Je crois que de mémoire, on est entre 300 et 400 dossiers enregistrés depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est des dossiers en cours, plus tous les dossiers qu'il y a avant, et des dossiers à traiter. Il y a des dossiers qui, pour moi, se règlent en une semaine, parce que c'est une garde à vue, une audience, un jugement, mais il y a des dossiers qui durent depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et des procédures qui sont en longueur et qui ne sont pas finies. Donc, c'est très difficile à quantifier, et c'est pour ça que je disais que c'est un métier où il faut se dire, là je pars, mais je sais qu'il y a encore des choses à faire, parce que des dossiers qui durent, il y a toujours des choses à faire. Du coup, votre cabinet, il fait le droit de la famille, il fait le droit commercial, droit immobilier, droit pénal. Pourquoi pas droit des affaires ou d'autres droits que vous ne connaissez pas forcément tous? Il y a plusieurs domaines, ce qu'on appelle des domaines d'activité. Il ne faut pas confondre spécialisation, il faut être avocat spécialisé il y a très peu d'avocats spécialisés en une matière. Il faut passer une spécialisation, il faut avoir un diplôme, donc c'est des choses qu'il faut faire. Peut-être que moi, à terme, je veux peut-être me spécialiser en droit pénal, donc passer une spécialisation. Ce sont des étapes supplémentaires. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle des domaines d'activité. Et on a, nous, des domaines d'activité principaux. Mon père, aujourd'hui, peut presque dire qu'il est spécialisé en droit de la famille, tellement il en a fait depuis 30 ans. Il est aujourd'hui reconnu pour ses capacités en succession et divorce. Et les successions et les divorces compliqués. Donc aujourd'hui, c'est ça nos domaines d'activité principaux, et en lequel on a rajouté le droit commercial parce que c'est sa base. Mon père était d'abord formé en droit commercial, au tout départ. On fait également un peu de droit social, on fait du droit des contrats, on fait du droit immobilier, on va tout faire. Et moi, j'ai fait du droit pénal. Alors, et être bon partout, on peut tout faire. Mais on aime dire que lorsque le dossier est trop complexe ou spécialisé dans une matière que nous ne maîtrisons pas, comme le droit des affaires, eh bien, on donne les coordonnées d'un confrère qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et mon père a travaillé hier avec un avocat qui est spécialisé dans le droit des affaires. Donc, on connaît très bien, et vers qui on envoie nos clients qui ont une demande spécialisée en droit des affaires très pointue, on envoie ce confrère qui est particulièrement spécialisé. Donc, lui, il est spécialisé dans les affaires. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement difficile, et comme je vous l'ai dit, on engage notre responsabilité sur tous les actes qu'on fait. Donc je ne peux pas te dire, je prends ton dossier, t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors que je n'ai pas les spécialistes pour, et je ne vais peut-être pas avoir les compétences pour, et donc engager moi ma responsabilité, parce que si ça ne te convient pas, tu écris au bâtonnier en disant, Maître Laval mal défendu, il m'a pris tant, veuillez me redonner mes honoraires. Et je peux être condamné, payer des honoraires, et avoir ma responsabilité engagée. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on sait faire, et pas plus. Ouais, non mais complètement. C'est comme, je sais pas moi, le plombier qui ne peut pas faire une... Exactement. Exactement. Et il y en a beaucoup qui me disent je fais tout, alors qu'ils ne sont pas compétents. Il faut faire des choses tout, mais derrière, il est chez nous. Ok. C'est quoi la journée type d'un avocat et du coup, parallèlement, d'un chef d'entreprise? Journée type classique. Le cabinet ouvre à 8h30, donc on est souvent là un peu avant. On commence entre 8h et 8h30, mais la journée peut commencer bien plus tôt. Si par exemple je dois aller en audience à Aix, à Draguignan, à Marseille, où j'ai une garde à vue à 7h du matin, je suis levé plus tôt, je vais à l'audience. Donc voilà. En fait, je n'ai pas de journée type. Ce qui est agréable dans mon métier, c'est ça, c'est que je n'ai aucune journée qui se ressemble. Je ne vais jamais passer 2 fois la même journée. Donc, parce que déjà, je vais recevoir des clients, parce que je vais avoir un coup de téléphone, parce que je vais traiter des dossiers qui sont complètement différents. Je peux passer d'un dossier pénal à un dossier civil, à un dossier commercial. Donc, je peux faire de tout dans une journée. Donc, c'est ça aussi qui est intellectuellement intéressant. Mais la journée type, voilà, on commence, on peut avoir. Donc, j'appelle ça soit des journées cabinet, soit des journées audience.
des journées d'audience, on est sur la route, on va à l'audience, on va au palais, donc il y a la vie de palais aussi qui rentre en compte, on a des démarches palais à faire, donc on peut aller voir des juges, déposer des lettres et des courriers qu'on écrit à des juges ou à des services du tribunal. Ensuite, on va plaider, ou alors pas plaider, on a des audiences qu'on appelle des audiences de renvoi, des audiences de procédure, des audiences autres, donc on a des audiences devant différentes juridictions. C'est juste avec l'avocat. Exactement, il y a juste le juge et les avocats, et on dit, bon, bah, ce dossier n'est pas prêt, veuillez le renvoyer à une prochaine audience. Okay. Donc là, on a une nouvelle date de renvoi, mais c'est quand même une audience. Nous, on est obligé d'être présent. On a un pouvoir de représentation du client. Donc on représente le client, on prend la date d'audience, après on rentre ici et on dit au client, voilà, votre dossier a été renvoyé où. Et bien, c'est du temps passé. En fait. Donc on va à l'audience, on peut avoir plusieurs audiences le même jour, devant plusieurs tribunaux différents. Par exemple, une journée où j'ai une audience devant le tribunal correctionnel qui commence à 13h30, je commence à 13h30, mais mon dossier peut être appelé à 15h ou à 18h. Et le temps que je me plaide et que j'ai délibéré, je peux finir à 20h, 21h. Donc, je n'ai pas de journée type. J'ai des journées classiques, cabinet, rendez-vous, les mails, les traitements de dossiers, ça oui, c'est tous les jours. Sauf quand j'ai une journée d'audience et que je passe ma journée au palais et que parfois je ne reviens même pas au cabinet. Donc en fait, c'est toujours de la gestion, mais on n'a pas de semaine ou de journée type. Et on tourne toujours autour, en fait, d'une partie au cabinet et d'une partie au palais. Le métier d'avocat est entre les deux. Et aussi dans sa voiture. On traite avec les clients, on passe du temps, on prépare nos dossiers, on prépare nos plaidoiries, on travaille beaucoup dans notre chantier. C'est facturé le temps de trajet justement au client? Ah oui. Okay. C'est quoi la tarification? Il y a même des avocats, alors ça s'appelle les frais de déplacement, donc les indemnités kilométriques. Par exemple, il y a des avocats qui, ça dépend en fait du forfait qu'on fait au client. Il y a le forfait au temps passé, on peut être aussi sur un forfait clairement en disant telle procédure en tel endroit, ça coûte tant. On facture tant. Mais il y a des avocats qui facturent, par exemple, un rendez-vous téléphonique. Nous, on a un logiciel où si je passe un coup de téléphone, c'est calculé en fonction de mon taux horaire, ça calcule combien je dois facturer la personne parce que j'ai passé 5 minutes au téléphone. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on n'est pas dans cette politique-là. Il y a des cabinets qui sont tellement harcelés téléphoniquement qu'on met ça en place. Le traitement de dossier, dès qu'on est sur un dossier, on a un chronomètre qui part. Et dès qu'on s'arrête dans le dossier, qu'on sort du dossier, le chronomètre s'arrête. Et donc on peut facturer au temps passé sur le dossier. C'est comme ça aussi qu'il y a un cabinet qui fonctionne. Mais bon. Comment vous voulez que je fasse ça? Je suis en train de travailler sur les conclusions. Je suis appelé par un client, je réponds à notre client, le chronomètre continue à tourner. Derrière, je suis appelé sur mon portable. Derrière, j'ai un truc à faire à signer, je signe et je facture les 3 heures que j'ai passées alors que j'ai peut-être passé 30 minutes. C'est très difficile à quantifier. C'est pour ça que les temps de trajet, on peut les mettre, parce que par exemple, si je dois aller plaider à Aix pour un dossier, ben, c'est temps de déplacement aller-retour à Aix qui coûte temps. Si on facture un client, ça rentre souvent en compte dans le forfait qu'on fait au client. Parce que c'est nous. En fait, il faut prendre en considération, et pour toute chef d'entreprise, c'est pareil, c'est qu'on vend du temps aux gens. En fait, on est spécialisé en faire un métier, on vend du temps. Le temps que je passe avec toi, le temps que je passe, c'est le temps que j'aurais pu passer à faire un dossier, à recevoir un client et que j'aurais pu facturer, avoir un honoraire. Donc lorsque je passe un temps pour me déplacer pour quelqu'un, je suis obligé de lui facturer parce que pendant ce temps-là, je n'ai pas pu avancer les autres dossiers de mon cabinet. Voilà. Donc on vend du temps. Et on attend énormément. Quand je vous ai payé tout à l'heure, en audience, je payais être à 13h30 et finir à 20h pour un dossier. Et je ne peux pas faire autrement, parce qu'il y a d'autres dossiers en cause, etc. Donc je prends mon ordinateur et tout ça pour essayer de travailler, pour essayer de rentabiliser le temps. Mais c'est souvent pas perdre de temps. Et pourquoi le juge, il ne dit pas, bon bah, il y a tant de dossiers avant vous, vous passez à telle heure, et au moment... Parce qu'il ne peut pas quantifier. Parce qu'un dossier, par exemple, qui est, au vu de sa grosseur, on dit, bon, il va prendre 45 minutes. Ben, il suffit qu'il y ait un avocat qui ait décidé de plaider pendant une demi-heure le dossier, ben, il va durer plus longtemps. Ou alors une personne qui parle. Pour la couper ou pour lui dire monsieur c'est bon, vous avez fini de vous expliquer, et s'il a envie de parler, il parle. S'il y a un avocat qui veut plaider plus longtemps, si le procureur décide de plaider plus longtemps, les dossiers au pénal, on ne maîtrise pas le temps. Au civil, on maîtrise quand même beaucoup plus. Je reste certains juges qui disent ben, maître, vous avez 10 minutes pour plaider. Ça arrive de plus en plus. Donc, voilà. D'accord. On va peut-être recentrer sur le côté business. Du coup, votre site il est assez récent. Je crois, enfin, si vous même être refait. Ok, trop bien. Vous avez un Instagram avec quelques photos. Oui. Et donc, on en a parlé tout
tout à l'heure, mais du coup, pourquoi vous n'avez pas forcément peut-être un blog ou, Alors, le blog, clairement, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Okay. Mais par notre site, on essaie dans notre site de faire des onglets qui sont quand même assez détaillés sur le droit de la famille, en expliquant quand même ce que c'est, etc. Pourquoi on n'a pas envie de faire des blogs ou de répondre complètement à des questions? Je vais vous répondre factuellement et en termes de business. Si je mets toutes les réponses aux questions des gens sur un blog, quel est l'intérêt de venir me voir? S'ils trouvent toutes leurs réponses sur Internet, pourquoi ils prennent rendez-vous avec un avocat? Donc pourquoi un avocat aurait besoin d'un site qui représenterait un blog avec des réponses à des questions? Alors des réponses à des questions simples pour vulgariser des termes juridiques, oui, mais moi j'en suis à 100% pour ça. Vulgariser le droit, mais il y en a plein déjà qui existent, des Instagram, des machins, où il y a des avocats qui vulgarisent des mots comme tribunal, procédure, ordonnance de protection, des termes comme ça qui vont ressortir, on se dit mais qu'est-ce que c'est ça? Il y en a déjà qui existent. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, de créer ça, surtout on n'a pas le temps, on est assis sur les plages, donc bon, calmons-nous. Et aussi, pourquoi pas le blog? Et si j'ai toutes les réponses aux questions que les gens se posent, c'est pas rien. Alors, s'ils ont des réponses simples à leurs questions, mais notre but du jeu, c'est quand même qu'ils appellent, qu'ils prennent rendez-vous, et que pendant qu'ils sont en rendez-vous avec nous, je réponds à leurs questions en personnalisant leurs problèmes à nous. Donc pour moi, le blog, il y a tellement de choses qu'on trouve sur Internet, que le blog ne vient pas avoir sa valeur. C'est pour ça qu'on a fait un site qui est assez détaillé sur ce qu'on fait et qui explique. Moi, par exemple, la page pénale, j'ai essayé de la vulgariser au plus possible sur la garde à vue, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut représenter, à quel moment on a besoin d'un avocat. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'on a le droit à un avocat dès la première heure de garde à vue. Et donc, j'essaie de le mettre en gros plan, en mettant mon numéro de téléphone à côté, pour que les gens se disent « je suis en garde à vue, je pense à mettre la bonne ». Donc c'est un mécanisme qu'il faut mettre en place, que j'essaie de vulgariser par le site internet, que je vais encore travailler là, en changeant de nouveau le site internet, en le mettant encore plus gros, en faisant une case. Donc je travaille ça plutôt sur la côté. Et en fait, sur le côté, on répond à des questions, quand même, qui peuvent se poser, sur à quoi il sert l'avocat, et comment on y répond. Mais le blog, il y en a beaucoup qui existent. Il y a beaucoup d'avocats qui font des blogs. Et moi, parfois, je fais des recherches et je vais sur des blogs d'avocats. Parce qu'il y en a qui répondent à beaucoup de questions. Donc on pourrait le faire, mais ça prend beaucoup de temps et c'est pas ce qu'on vise. Oui, moi j'ai pensé à ça dans le sens où il y a des gens qui font des vidéos YouTube sur le sport et qui me filment. Je mets ça sur la cuisine. Non, aucun problème. Oui, dans le sens où il y a des gens qui vendent des formations pour le sport, mais qui d'un autre côté font des vidéos de sport toutes les semaines. Pourquoi également il y a des avocats qui font des formations? Moi, je suis obligé de me former. Je dois me former pendant 24 heures sur l'année. Voilà. En tant que jeune avocat, lorsqu'on est inscrit sur les listes, on doit faire au moins 10 heures de formation en droit pénal. Pendant combien de temps du coup? Sur l'année. En un an, je dois me former, je dois faire 10 heures minimum de formation en droit pénal. Donc il en existe plein qui sont dispensés par des avocats plus expérimentés ou par des gens qui peuvent faire des formations en droit pénal, des juges, des anciens juges, il y a plein de personnes qui font des formations. Donc, je dois me former moi je suis leader. Donc oui, on peut faire des formations, etc. et même dispenser des formations ensuite. Il y a même des avocats qui sont profs à la faculté de droit. Voilà. Donc c'est aussi le pendant de la formation, etc. Donc moi peut-être qu'un jour je serai peut-être prof à la faculté pour les étudiants en télé. C'est peut-être quelque chose qui pourrait me plaire et à laquelle je pourrais le faire. Donc j'y réfléchis en ce moment à ça. Donc c'est une possibilité. Mais il faut déjà aussi que je continue à me former. Et avoir peut-être une certaine légitimité. Exactement. Ok. Est-ce que travailler du coup avec ton père, c'est un avantage ou c'est plus compliqué ou... Bon, la phrase classique, hein, avantage-inconvénient. Avantage évident, on a en plus une proximité importante, donc ça facilite beaucoup de choses. L'exemple basique, là j'ai un dossier que je dois faire, je me pose des questions, mais est-ce que je devrais faire ça? Je suis descendu, j'en ai parlé pendant 5 minutes avec lui, poum poum, il a trouvé un dossier qui correspond pratiquement et il m'a sorti l'exemple. Donc, je gagne un temps, je gagne l'expérience, j'ai tout ça à portée de main.
Et ça, c'est quelque chose, c'est un avantage incroyable sur tellement de choses. Il m'a appris une certaine rigueur en termes de comptabilité, avoir des réflexes, avoir des trucs qu'un jeune avocat qui se met tout seul et qui n'a pas ce mentor ou cette personne qui peut lui apprendre les ficelles du métier, et j'ai eu accès à des ficelles du métier beaucoup plus rapidement. Donc j'ai pris en maturité et en compréhension du métier plus rapidement. Donc ça, c'est des avantages. Les inconvénients, comme dans la famille, quand on travaille en famille, on se dit les choses d'une manière qu'on ne dirait pas dans un cadre professionnel. Donc lorsque les choses vont bien, ça va, mais lorsque les choses ne vont pas, on les dit avec plus de force que si on disait un employé. Donc parfois les discussions sont un peu houleuses, ou alors ça part plus facilement au clash. Donc ça, c'est toujours les inconvénients. En plus, il y a ma mère qui travaille également avec nous, donc ça peut parfois être un peu lourd là-dessus. Mais c'est aussi notre force. Notre force, c'est qu'on se dit les choses et que parfois ça ne va pas bien, mais que quand ça ne va pas, on est un peu plus soudés et on sait répondre présent. Et il y a aussi cet esprit familial dans le cabinet, puisque les secrétaires, il y en a une que je connais depuis que je suis tout petit, et une autre qui est là depuis des années. Donc on a une ambiance familiale qu'on essaie aussi de créer. On a des rendez-vous, on se fait des rendez-vous cabinet, on a des repas cabinet, on essaie de faire des activités cabinet pour essayer de cultiver cette ambiance de groupe au sein du cabinet. C'est ce qu'il faut, de toute façon, maintenant il y a de plus en plus d'entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça, et nous on essaye de véhiculer ça par la bonne ambiance au travail, parce que c'est trop important. Dans la même dynamique, j'ai vu que tu es, et donc tu m'avais dit la dernière fois, que tu es très engagé envers les jeunes. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ça? Comment tu es amené à arriver là? Je suis encore pour quelques mois élu représentant des jeunes du barreau de Toulon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, je représente les avocats au barreau de Toulon qui ont moins de 5 ans, j'essaie de vous vulgariser, 5 ans d'expérience. Ça veut dire les avocats qui ont 50 barres. Si je vous dis ça, ça ne veut rien dire. Ce sont les avocats qui ont moins de 5 ans d'exercice. C'est ce qu'on appelle le jeune barreau. Ce sont les jeunes du barreau de Toulon. Mais moi, j'ai été élu et je représente ces jeunes au Conseil de l'Ordre. Au Conseil de l'Ordre, c'est là où se réunit le bâtonnier, celui qui est le chef des avocats du barreau de Toulon. Aujourd'hui, le bâtonnier, M. bâtonnier Ferry. Et après, il y a des élus au Conseil de l'Ordre. Et ces élus au Conseil de l'Ordre, on prend les décisions sur toutes les problématiques que peuvent avoir les avocats du barreau de Toulon, les problématiques du tribunal judiciaire de Toulon, les problématiques dans l'exercice de certains avocats qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent rencontrer des difficultés. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du site internet. Si un avocat a un site internet où il dit, par exemple, demain je fais mon site internet, je le change, et je dis, je suis spécialisé en droit pénal, spécialisé en droit de la famille. Je vais passer devant le Conseil de l'Ordre en disant, maître, vous avez écrit que vous êtes spécialisé, vous n'avez pas la spécialisation, vous ne l'avez pas démontré, donc votre site internet doit être enlevé. Et le Conseil de l'Ordre sert à ça. Je vous ai vulgarisé un problème, et les sanctions disciplinaires qui sont prises sur certains confrères ou autre chose. Si vous n'êtes pas content du service d'un avocat, vous écrivez au bâtonnier, ça se décide là-dessus au Conseil de l'Ordre. Et donc moi, je représente les jeunes, je ne vote pas lors du Conseil de l'Ordre, mais je suis là pour porter en fait les difficultés, la parole des jeunes qui ont 50 barres et qui peuvent avoir des difficultés dans l'exercice de leur fonction. Tu es un peu le délégué des... C'est entre guillemets le délégué des jeunes, voilà, le délégué de classe. Et moi, je suis le délégué des jeunes du barreau, on est 4 élus. Et donc là, avec ma consoeur, on a fait nos 2 ans. Et donc là, il y a 2 nouveaux avocats et peut-être un collaborateur Laurent qui veut peut-être se présenter et représenter également les jeunes pendant 2 ans. Et donc moi, je me suis un peu plus inscrit dans ça. J'essaie de faire des soirées que pour les jeunes avocats du barreau de Toulon. On va dans des lieux de Toulon, on se retrouve entre jeunes avocats pour échanger sur la profession, pour pouvoir se livrer un peu sur les difficultés et parler en fait, créer un peu une communauté, une ambiance en tant que jeunes avocats, parce qu'on va se suivre en fait pendant des années. On va exercer la même profession en principe, en moyenne, on est entre 15 et 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus qui arrêtent dès le début, plutôt parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est un métier qui est très difficile à exercer, et donc il y en a de plus en plus qui arrêtent dans les premières années. C'est pour ça qu'on est de plus en plus vigilant sur comment ça se passe avec le collaborant, comment tu exerces, est-ce que tout va bien, est-ce que tu rencontres des difficultés, et qu'on essaie de faire ressortir ça. C'est pour ça qu'on a créé ces représentants jeunes barreaux. Et pareil, il y avait une question que j'ai oubliée et qui m'est revenue. Est-ce qu'on peut être inscrit à plusieurs barreaux? Non. Okay. Non. On peut avoir un cabinet secondaire dans notre barreau, on ne peut pas être inscrit à plusieurs barreaux. Ok, en tant que personne, du coup.
En tant qu'avocat, on est inscrit à un barreau qui ressort d'une cour d'appel. On peut avoir un cabinet secondaire, on ne peut pas être avocat titulaire dans un cabinet et avocat aussi ailleurs. C'est-à-dire aller être avocat à Paris, être avocat à Marseille. Aussi, ou être avocat à Marseille, avocat à Toulon. Il faut se désinscrire. Désinscrire et s'inscrire. Okay. C'est pour ça que l'inscription à un barreau coûte de l'argent. Oui, on ne peut pas faire ça tous les week-ends. Et pareil, il y a une durée limitée, ou du coup c'est ça. On peut être inscrit tout le monde. Et même lorsqu'on arrête, on peut demander d'être avocat honoraire pour continuer à être inscrit au barreau de Toulon en tant qu'avocat honoraire. C'est-à-dire qu'on n'exerce plus, mais on a été avocat au barreau de Toulon, on a quand même notre honneur. Il faut continuer à être inscrit. Ok. Et ça revient forcément. On dit en fait, il est toujours avocat, mais il n'exerce plus. Ok. Il veut garder le titre d'avocat. Ça fait qu'il ne s'interdit pas un jour de reprendre. Ouais. Voilà, c'est souvent ça. Ok. S'il y avait du coup une erreur que tu regrettes par exemple par rapport à une affaire ou... Ah bah ça, je ne vais pas dire tous les jours, mais c'est un métier où on prend, je le dis souvent, on prend une gifle. Très souvent on prend une gifle. Parfois, il n'y a pas longtemps, je suis sorti d'un dossier, je dis oh voilà, on va avoir mon résultat. Gifle pas du tout le résultat attendu. Donc c'est parfois très difficile et parfois on ne comprend pas, parfois on s'insurge, on rentre on est dégoûté en disant mais pourquoi, je ne comprends pas. Très souvent, mon père est en audience, il dit je ne veux plus aller au palais. J'ai trop attendu, les juges ils rendent des décisions que je ne comprends pas, j'en ai marre. Ça m'a fait des retours, parce que cette adrénaline, cette addiction, on vit, on en a besoin. Donc oui, très souvent, il faut jamais se croire arrivé. C'est un métier où à tout moment on prend une gifle. Le pire, c'est de se dire, ah, c'est bon, je maîtrise tout, je suis à l'aise, je n'ai pas besoin de lire, je connais le dossier, là on sort. Et c'est là où on prend une gifle. Il faut toujours être attentif, il y a toujours un moment donné où il peut se passer quelque chose. Donc on prend tout le temps de mauvais résultats et on peut en avoir bien évidemment de très bons. Dupond-Moretti, à la période où il était avocat, où il était excellent, et où il était surnommé acquittator, il n'avait pas que des acquittements. Qu'est-ce que veut dire acquittement? C'est un procès aux assises où la personne n'est pas condamnée. Ce qu'on a parlé au tout début. Bon, il était surnommé acquittator parce qu'en fait, il choisissait ses dossiers. Il n'allait pas tous les plaider. Les dossiers de ses cabinets où il perdait, il envoyait un collaborateur ou une personne. Et lui, il prenait les dossiers où il y avait une chance d'être acquitté, et par contre, chaque fois, il obtenait l'acquittement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a eu le surnom d'acquittator. Mais il y a aussi des moments où il a été condamné. Tout le monde, le meilleur avocat du monde, ne peut pas vous faire passer un dossier. Un meilleur avocat du monde ne fera pas passer un coupable pour un non coupable. S'il y a tous les éléments contre lui, il va par contre, un bon avocat va diminuer sa peine, va travailler la peine, va faire qu'il n'ira pas en prison. Là, ça oui, c'est le travail d'un bon avocat. Un excellent avocat, c'est ça aussi. Et l'excellent avocat, il ne va pas dire là, ce qu'il a écrit, c'est faux. Il ne l'a pas fait alors que personne n'a reconnu. Donc, on n'est pas magicien. Par contre, on est là pour travailler les éléments du dossier, travailler une condamnation, par exemple, au pénal. Et au civil, c'est avoir les meilleures décisions possibles, faire la meilleure procédure possible, la plus rapide, la moins coûteuse, et c'est qui donne le meilleur résultat. C'est là où on est un bon avocat. Mais on peut toujours avoir des mauvais résultats. Et du coup, dernière question de cette deuxième partie. Durant toutes ces années du coup d'expérience, même ce que tu en as ressorti, même quand tu n'étais pas encore avocat, que tu travaillais là avec ton père, c'est quoi justement les leçons que tu as retenues de ce métier ou rigueur? Tu peux pas avoir un moment d'inattention où je m'en fous, c'est pas grave. C'est bête, mais parfois je le fais, et je m'en veux encore tous les jours, mais un mail rapidement tapé, une erreur de frappe, tout ça, ben ça, oui ça arrive. Oui ça arrive, j'en fais tous les jours, des erreurs d'orthographe et des erreurs de frappe. Mais je ne peux pas me le permettre. Parce que le client, il me paye pour ce travail. Donc oui, il me paye pour un courrier que j'envoie. S'il y a une faute sur un courrier que le client me dit, ah ben là, il y a une faute, ça passe mal, ça passe mal. Et c'est pour ça que la rigueur, pour moi, c'est le plus important. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire. C'est pas facile, c'est plus difficile d'être rigoureux, d'être toujours à fond tous les jours. C'est un métier qui est usant psychologiquement, encore plus avec le domaine que je fais. C'est très usant, physiquement, mentalement. Mais c'est la rigueur, le mot le plus stressant, qui représente le plus de stress, c'est ça. En fait, je viens d'avoir une petite question. Est-ce que toi ou ton père a déjà été menacé Oui. Ouais. Mon père avait reçu des menaces de mort à l'époque. Il faisait un dossier, il recevait des petits cercueils chez moi, j'étais petit, donc je m'en souviens.
savez, des cercueils sont ici, on est dans un dossier un peu conflictuel. Et ça arrive de plus en plus souvent. Les gens sont de plus en plus hargneux, donc je vais retrouver ton avocat, je vais le tabasser, c'est une phrase qu'on entend très souvent. Donc oui, mais on entend là. Oui, il faut passer. Mais c'est de plus en plus souvent. De toute façon, les insultes et les menaces de mort sont devenues monnaie courante. Sur les réseaux sociaux ou en vrai, c'est tout le temps. Donc c'est compliqué à vivre, mais hélas, on n'a pas le choix de faire avec. Ok. Merci beaucoup pour cette deuxième partie. Donc pour les prochaines interviews, c'est la même chose. Malheureusement, j'ai pas encore de personnes pour venir avec moi, des porteurs de projets qui sont dans le même secteur d'activité, c'est un peu compliqué. Mais du coup, pour les prochaines, je vous laisse m'envoyer un mail, si jamais vous m'envoyez votre projet, et puis je vous inviterai dans cette troisième partie avec l'invité qui sera en accord avec votre projet. Donc à hugo100h@gmail.com.